peux vous parler de l'appartenance, mais d'un sujet plus global, l'appartenance, la conversion, l'intégration, l'assimilation, la naturalisation, etc., etc. Tout ça, ce sont des processus de transformation, de changement de cap, de changement d'adhésion. Et on sait que ces questions sous-tendent beaucoup de débats sur l'immigration, par exemple, qui est aussi un processus d'appartenance. Immigrer, ça veut dire aller d'un endroit à l'autre. Émigrer aussi, d'ailleurs. Toute la question est de savoir quelles sont les procédures d'appartenance. Alors, au niveau des religions, on a en islam des déclarations de profession de foi. Il suffit de formuler quelques expressions, et puis voilà, on est devenu musulman. Chez les chrétiens, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Ça passe par le baptême, qui est d'ailleurs une notion qui était déjà utilisée chez les juifs pour convertir les femmes non juives. Donc il y a des processus comme ça d'appartenance. Tout comme il y a dans d'autres registres des processus comme l'ordalie pour savoir si quelqu'un est coupable ou pas. Enfin, il y a d'autres systèmes comme ça dans d'autres domaines. Le christianisme n'a-t-il pas du mal, quelque part, à maîtriser ces questions d'appartenance, vu sa propre histoire, en quelque sorte, vu qu'il a beaucoup joué sur la question de la conversion, il a beaucoup joué sur l'idée qu'on pouvait devenir juif, qu'on pouvait changer d'état par le baptême, par exemple, qu'on pouvait, c'est un peu l'ouvrier de la 11e heure, qu'on pouvait substituer à une filiation séculaire un acte ponctuel et immédiat. C'est tout ce qui sépare d'ailleurs quelque part le judaïsme et le christianisme. Mais confronté à la question de l'immigration, le christianisme est pris un peu à son propre piège, d'une certaine façon. C'est-à-dire, pourquoi refuserait-il que quelqu'un immigre, puisque le christianisme est favorable à l'immigration au sens de la conversion. Conversion du christianisme vers le judaïsme, des païens vers le judaïsme, conversion à tous les niveaux. Changement d'état, changement de statut. Et avec une conception aussi légère, si on peut dire, du changement, de la transmutation, il est clair que le christianisme, les sociétés chrétiennes, marquées par la culture chrétienne, ont du mal à contrôler cette question de l'immigration. Et notamment quand on leur dit, ben oui, mais cette personne-là, elle est française, elle est de nationalité française. Oui, oui, mais ça n'empêche pas qu'elle a pu être embrigadée par des mouvements terroristes. Oui, mais ça n'empêche pas qu'elle vive d'une façon qui est une guerre compatible apparemment avec tel et tel critère de la culture française, etc. Donc ils s'aperçoivent finalement que telle ou telle apparence d'appartenance n'est pas une garantie suffisante. Et même au sein des gens qui sont déjà de nationalité française, le problème ne se pose pas moins. Et donc, par conséquent, tout le processus, tout l'édifice d'appartenance, de conversion, est ébranlé quelque part par la question de l'immigration. Et l'immigration renvoie le christianisme à ses origines, à ses racines, à sa problématique d'entrer dans un monde qui n'est pas le sien, de pénétrer, de franchir la frontière, comme dirait l'épître aux Éphésiens, n'est-ce pas, la frontière, la limite entre juifs et non-juifs est levée, on peut passer, on peut entrer. Bon. Et donc finalement, on voit que le problème de l'immigration actuelle met en question les fondements mêmes
du christianisme. Ce qui n'a pas été dit suffisamment jusqu'à présent, il me semble. Et puis par ailleurs, je voudrais insister sur le fait, autour de la fameuse formule de Clermont-Tonnerre, que l'on brandit souvent, rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant que citoyens. Ça veut dire aussi que l'appartenance, ce n'est pas simplement le fait de dire je fais partie de tel et tel groupe, de telle et telle religion, de telle et telle obédience, de telle et telle confession. Ce n'est pas une appartenance collective, c'est aussi une appartenance individuelle. C'est-à-dire que chacun doit montrer qu'il est vraiment possesseur, si on peut dire, d'un certain nombre de signes, d'un certain nombre de qualités, de facultés même, qui vont montrer qu'il est dans l'appartenance à tel et tel groupe. Un exemple banal, c'est la question de la langue française. Celui qui ne maîtrise pas la langue française, même s'il est français sur le papier, on va dire, mais est-ce qu'il est vraiment français? Celui qui abîme la langue française par sa façon de parler, par sa façon de prononcer les mots, par sa façon d'écrire les mots, est-il français? Bon. Et inversement, il peut y avoir des gens qui ne sont pas français officiellement et qui correspondent tout à fait au modèle français. Donc là, encore une fois, on a des critères qui sont moyennement satisfaisants et significatifs. Vous savez que pour moi, être juif, dans le cadre de ce que j'appelle la Nouvelle Alliance, c'est avoir certaines capacités, de faire preuve, de faire montre de certaines capacités qui ne sont pas dues aux religieux, qui ne sont pas dans le fait de savoir réciter je ne sais quel psaume, etc. Non, la capacité, c'est autre chose. La capacité, c'est l'intelligence qu'on peut exprimer, qu'on peut déployer dans différents domaines. On sait combien on se plaint d'ailleurs souvent que les Juifs sont aux avant-postes, ont des postes d'autorité, des postes de contrôle, etc. Mais ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils en ont les facultés aussi. Donc, depuis 400 ans, les Juifs ont montré leur importance. Leur émancipation n'a pas été un vain mot, à la différence de l'émancipation des femmes qui n'a pas donné grand-chose. L'émancipation leur a permis de montrer qu'ils étaient tout à fait à la hauteur des tout premiers enjeux, des tout premiers défis de la société, sur le plan de la recherche scientifique, artistique, politique, etc. Pas seulement en France, mais dans tous les pays d'Europe, et dans le monde, évidemment aux États-Unis, sans parler d'Israël. À propos d'Israël, justement, la question du sionisme aujourd'hui fait problème, parce que il ne suffit pas de se réunir dans un même État. Ça, c'était un concept qui est un petit peu dépassé. C'est pour ça que la diaspora semble actuellement être la meilleure solution. Chaque juif doit montrer ce qu'il est capable de faire. Même s'il ne dit pas qu'il est juif, s'il agit comme un juif, si on peut dire. Souvent, on traite les gens en disant tu te comportes comme un juif. Voilà, parfois, c'est souvent péjoratif, mais peu importe. Mais il faut juger sur pièce. Voilà. Est-ce que cette personne a telle et telle faculté ou pas? Si elle a telle et telle faculté, elle fait partie d'un certain groupe. Si elle n'a pas telle faculté, elle fait partie d'un autre groupe qui est celui des gens qui n'ont pas les mêmes facultés. Parce que dans une société, il n'y a pas une société uniforme, unidimensionnelle. En France, il peut très bien y avoir, comme en Israël d'ailleurs, des gens qui ont des niveaux d'intégration différents. En Israël, par exemple, on sait très bien qu'il y a des sabras, et puis il y a des gens qui sont des nouveaux immigrants, ou nouveaux immigrés, les olim, qui ont fait leur aliyah, et qui n'ont pas le même niveau d'intégration, même s'ils ont la nationalité israélienne. Ça ne change rien. En Israël, on sait très bien que le fait d'avoir la nationalité israélienne ne prouve rien. C'est-à-dire, ça ne prouve pas qu'on est un Israélien à 100% pour autant.
parce qu'on n'a pas la même culture, on ne maîtrise pas la même langue, etc. Bon, tout est là. De la même façon d'ailleurs que être, je veux dire, juif religieux, ça veut dire aussi avoir une certaine maîtrise de ces questions-là. Mais là encore, aujourd'hui, on ne va pas juger les juifs par le fait qu'ils sont ou non pratiquants. On leur demande aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la nouvelle alliance, d'avoir les facultés qui leur permettent de briller dans les différents domaines dans lesquels ils se lancent. On n'est plus dans le domaine du religieux. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai déjà dit cela, la culture nationale va de plus en plus primer sur la culture religieuse. C'est ce qui fait c'est ce que certains n'ont pas compris. Il faut expliquer. Mais c'est parce que la France ne s'explique pas clairement. On a souvent dit que l'immigration échoue parce que la France n'a pas un discours clair sur ce que c'est que l'intégration en France. L'intégration en France, c'est l'intégration à une religion nationale, comme d'ailleurs l'intégration dans n'importe quel pays. La religion nationale, elle se substitue aux religions chrétiennes, juives, musulmanes, etc. Et c'est ça la vraie laïcité. La laïcité, c'est la reconnaissance de la religion nationale. Ce n'est pas un vide, ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas un no man's land. Il y a une religion nationale qui est celle de la laïcité, c'est pas la religion de la laïcité, c'est une religion nationale qui est complètement pleine de contenu, bien sûr, mais c'est cela qui est sous-tendu par la laïcité, ou qui sous-tend la laïcité comme on voudra. Bon. Donc finalement, moi je comprends qu'on puisse dire, voilà, toute personne qui vit en France doit adhérer à la religion nationale, à connaître son histoire, sa langue, sa culture, ses modes de fonctionnement, sa géographie, etc. Et les autres modes d'appartenance religieux, qui sont des modes d'appartenance d'ailleurs qui ne sont pas nationaux, qui sont supranationaux, il y a une religion n'est pas nationale, même dans le cas de la religion anglicane qui est pratiquée en dehors de l'Angleterre. Donc ces religions internationales, elles ne font pas sens, elles sont refoulées par la religion nationale. Sauf qu'à certains moments, et ça c'est le problème du yin et du yang, enfin bon, c'est tout un problème cyclique, à certains moments, la dimension supranationale peut l'emporter sur la dimension nationale. Bon, et là, il y a une alternance aussi, parce que tout est alternance, et qu'il n'y a jamais une seule posture ne suffit pas, il faut toujours deux postures. Donc il y a une posture nationale, une posture supranationale. Quand on est national, on doit mettre de côté le religieux, et quand on est dans le supranational, on est à ce moment-là, par exemple dans le cadre de l'Union européenne, il est clair qu'on a à la fois les religions nationales, et puis l'Europe est aussi quelque chose, une structure, je dirais, chrétienne, et le christianisme peut servir à être un fondement de l'Union européenne, voyez-vous, etc. Et donc les souverainistes, eux, ils prônent une religion nationale, et les européanistes prônent une religion qui finalement est une religion chrétienne, notamment, puisque c'est cela qui est le ciment de l'Europe, qu'elle soit orthodoxe, protestante ou catholique. Et tout ça, ça varie selon les cycles que j'ai déjà développés par ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur les questions d'appartenance, j'espère que ça vous a éclairé.